On a aujourd'hui pas seulement ce phénomène de petits partis sectoriels qui font du chantage aux grands partis pour former des coalitions, mais maintenant c'est encore pire, c'est devenu des individus. La scène politique israélienne, compte tenu de la faiblesse endémique du gouvernement actuel, fait qu'aujourd'hui n'importe quelle personne peut faire chuter le gouvernement. Et comme chaque lundi, nous allons faire un tour de l'actualité politique israélienne avec ce matin Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Alors on va commencer avec vous, Richard, avec on en parle déjà depuis jeudi de cette annonce du député arabe de Meretz Zoabi qui avait dans un premier temps annoncé donc qu'elle ne pouvait plus soutenir la coalition et qui est revenue sur ses propos après une rencontre hier avec Yair Lapid. Mais ce que je voudrais qu'on voit ensemble, Richard, c'est plus quels vont être les effets de cette décision et de ce qui s'est passé, de ce processus sur la coalition Bennett-Lapid. Eh bien oui, cet aller-retour assez surprenant de la députée arabe de Meretz, Gaïda Rinaoui Zoabi, a effectivement des conséquences, je dirais, immédiates et pour le proche avenir sur la stabilité déjà très menacée de la coalition. Premièrement parce que cette députée, c'est la première conséquence, a perdu toute crédibilité politique, pas simplement vis-à-vis du public israélien, mais surtout du public arabe israélien, mais aussi parce qu'elle a perdu de la crédibilité au sein de son propre parti Meretz. Elle a cru rattraper ce zigzag lorsqu'elle a rencontré hier Yair Lapid, en amenant avec elle dans cette rencontre 8 maires de villes arabes d'Israël pour apporter la preuve que son but était de défendre les intérêts de la société arabe israélienne. C'était d'ailleurs le motif qu'elle avait invoqué dans sa double lettre adressée jeudi dernier à Lapid et à Bennett pour expliquer son départ, qu'elle ne pouvait plus rester dans ce gouvernement qui trahissait ses promesses et qui ne soutenait pas à ses yeux, comme prévu, la société, les besoins de la société arabe. Et voilà que quelques heures après, enfin un jour et demi après, si on accepte le Shabbat, elle tombe kazakh de manière totale et explique que justement elle revient au gouvernement et à la coalition plutôt pour justement être certaine que certaines promesses qui ont été faites, des promesses d'ailleurs uniquement orales, eh bien seront tenues, et c'est pour ça qu'elle avait amené les maires de 8 villes pour ce fameux entretien d'hier avec Lapid. Alors, l'une des conséquences encore plus graves que sa perte de crédibilité, elle a aussi, disons au passage, elle a perdu puisqu'elle avait renoncé jeudi dernier, elle avait renoncé au poste diplomatique assez surprenant qu'on lui avait proposé, puisqu'elle devait être la prochaine consul générale d'Israël à Shanghai, et or elle a renoncé à ce poste, et ce sera à ses dépens. Mais l'autre conséquence encore plus grave pour le gouvernement Bennett, c'est que en fait tout le monde comprend que n'importe quel député sur les 60 qui restent théoriquement, tout du moins, à la coalition, peut désormais décider de présenter ses propres revendications, soit d'intérêt général, soit d'intérêt sectoriel, soit, je dirais, même d'intérêt personnel. Donc, si vous voulez, on est dans une grande précarité. Comment dirais-je, le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, a accusé hier Bennett et Lapid d'être prêts à vendre le pays pour soutenir, donc pour garder leurs députés arabes à n'importe quel prix, sans préciser que lui-même s'était livré à des manœuvres de genre par le passé, ce à quoi d'ailleurs Bennett a répondu à Netanyahou en l'avertissant qu'il ne devrait pas tomber dans une telle hystérie, puisque aucun budget, ont répété Lapid et Bennett, n'ont été proposés
hier à Zoabi. Alors l'autre conséquence, je dirais, encore plus désastreuse pour le pays, en élargissant un petit peu le prisme, c'est que, je le disais à l'instant, en fait, n'importe quel député dissident aujourd'hui peut avancer ses pions. Prenons l'exemple du député dissident de Israël Beitenu, Eli Avidar, qui s'est distancié de son parti et qui veut maintenant présenter, si vous voulez, une loi empêchant le premier ministre, enfin Netanyahou, de devenir d'une quelconque manière à nouveau Premier ministre. Et s'il n'a pas satisfaction dans cette démarche, dans ce processus de projet de loi, eh bien, il pourrait ne pas voter le budget à la Knesset, le prochain budget de l'État, et finalement contribuer à la chute du gouvernement. Il y a aussi d'autres députés qui sont, je dirais, en situation analogue, comme le député Michael Bitton, ou encore plus Yair Golan, un autre député de Meretz ou de la gauche, qui est lui aussi susceptible d'avoir une crise de nerfs. Et l'ultime leçon pour terminer de ce zigzag, qui n'est pas une affaire classée, c'est que alors qu'on prétendait, vous vous souvenez, il y a quelques années, qu'il était regrettable que certains partis ou groupes sectoriels, soit ethniques, soit linguistiques, soit religieux, soit même professionnels, c'était le cas avec le lobby des agriculteurs, pouvaient faire pencher des coalitions fragiles d'un côté ou d'un autre. On avait assisté au moment d'Oslo au retour spectaculaire de 2 députés du lobby agricole qui avaient été honorés d'une voiture Mitsubishi chacun d'eux pour qu'ils votent justement les accords d'Oslo. Eh bien, on a aujourd'hui pas seulement ce phénomène, je dirais, de partis de petits partis sectoriels qui font du chantage aux grands partis pour former des coalitions, mais maintenant c'est encore pire, c'est devenu des individus, c'est-à-dire que c'est même plus, je dirais, des groupes qui représentent une espèce de un intérêt même marginal mais minoritaire. Ce sont des individus, et donc la scène politique israélienne, compte tenu de la faiblesse endémique du gouvernement actuel et la mathématique très peu enviable sur laquelle il repose à la Knesset, fait qu'aujourd'hui, encore une fois, n'importe quelle personne peut faire chuter le gouvernement. Et puis il y a enfin une ultime leçon de cette je dirais, de cette situation alambiquée et de très mauvais aloi pour le fonctionnement sain des institutions d'Israël, les institutions démocratiques d'Israël, c'est que ce gouvernement qui s'était prétendu comme un gouvernement du changement, en fait, sans le vouloir, c'est pas parce qu'il est pour la corruption, mais de par sa faiblesse endémique, justement, encourage des attitudes de corruption et de chantage qui vont à l'encontre des idéaux qui avaient présidé à sa formation. Et donc, ça fait beaucoup au sommet pour une mini-crise d'une députée, je dirais, volatile comme Zoabi. Ouais. Et si ça se trouve, ce n'est pas la dernière crise du genre. Ça, on peut s'en douter que ça ne sera pas la dernière et il faut s'attendre donc à d'autres crises de ce genre dans les jours, même dans les semaines à venir. En tout cas, on va parler maintenant de la visite prochaine du président des États-Unis, Joe Biden, qui doit avoir lieu au mois de juin, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle va aider ou plutôt couler le gouvernement de Naftali Bennett là aussi? Ben, écoutez, on ne le sait pas très bien parce qu'on n'a pas encore une idée très claire de ce que Biden va faire quand il sera en Israël. Mais par exemple, si Biden, tout en faisant mine, tout en faisant la concession de se rendre au Kotel, comme l'avait fait son prédécesseur Trump lors de sa visite fameuse à Jérusalem pour l'ouverture de l'ambassade américaine, eh bien si Biden, après sa visite ou avant sa visite au Kotel, se rend aussi au siège de l'une des institutions palestiniennes de Jérusalem-Est, comme le département d'État et l'administration Biden ont quand même voulu le faire savoir, eh bien il est fort à parier que Benjamin Netanyahou, chef de l'opposition, s'emparera immédiatement de cette visite officielle
du président américain donc dans la partie est de Jérusalem pour brandir un vieux slogan qu'il avait beaucoup servi en 1996 dans son duel face à Shimon Peres, à l'époque où on avait élu le Premier ministre au suffrage universel en disant que non pas Peres, mais comment dirais-je, Bennett veut diviser Jérusalem parce que la question de Jérusalem a beaucoup d'impact, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, sur l'électorat israélien. Et donc il est probable que si quelque chose déraille dans cette visite et que l'opposition anti-Bennett s'en saisit, ça pourrait porter un coup, disons, difficile au gouvernement Bennett. Maintenant, il y a une autre perspective qui pourrait être aussi à la fois en soutien de ce gouvernement, en perspective de soutien de ce gouvernement, mais aussi en péril pour lui, c'est la perspective annoncée à demi-mot par le département d'État et Washington de l'éventuelle tenue d'un sommet historique qui serait la 2e édition du sommet de Sde-Boker qui avait eu lieu il y a 1 mois et demi, on s'en souvient, avec les États et les pays membres des accords d'Abraham. Alors cela pourrait apporter de l'eau au moulin de la diplomatie Lapid-Bennett, qui ont quand même marqué des points ces derniers mois. Mais en même temps, si vous voulez, l'idée sous-jacente de Biden, c'est pas de se livrer à une scène de tapis rouge, ce serait de relancer, ce faisant, ce qu'ils appellent encore le processus de paix israélo-palestinien. Et cela aussi pourrait prêter le flanc à des critiques acerbes de l'opposition. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la venue de Biden en Israël, qui sera le 7e président américain à se rendre dans l'État hébreu, sera une épreuve pas facile à passer pour la coalition Bennett, attendu qu'il est probable, on le disait à l'instant dans notre premier point, que d'autres crises et mini-crises interviennent entre-temps et finalement Biden, si vraiment le gouvernement était en train de chuter et effectivement il y avait une motion de censure qui était prévue cette semaine après le départ de Zohadi, si quelque chose de ce genre réussit et que le gouvernement est mis en minorité, il est fort probable que cette visite qui déjà suscite beaucoup de questions sera annulée. Voilà. Alors on va terminer avec un autre sujet un peu différent des autres, c'est un nouveau bloc. Vous allez nous parler d'un nouveau bloc au sein du camp national israélien. De quoi s'agit-il, Richard ? Oui, la semaine dernière, j'avais évoqué des nouveaux clivages qui intervenaient sur la scène politique israélienne, en rappelant que le clivage droite-gauche, la bipolarisation des années 70-80 avait complètement disparu de cette scène politique et qu'elle était désormais remplacée par 3 autres clivages. 2 autres clivages importants, les pros et les anti-Bibi, c'est ça aujourd'hui qui focalise l'électorat, et puis les libéraux et les traditionalistes. Or, si aujourd'hui, dans cette analyse d'aujourd'hui, on voudrait traduire ça en termes, je dirais, de partis politiques, pas simplement de courants d'opinion ou d'attitudes idéologiques, comme on l'a vu la semaine dernière, on pourrait arriver à la conclusion que, justement, après cette étape dans l'histoire d'Israël, on chiffre en gros entre 1948 et 1976 du système à un seul parti, qui était le Parti travailliste, remplacé ensuite, bien entendu, par les fameux 3 blocs, la ou la tripolarisation qui a commencé à la fin des années 90 on pourrait dire même jusqu'à 2 ans, entre la droite, le centre et la gauche. Aujourd'hui, il y a déjà 1 an, on avait assisté à un glissement, une modification, puisqu'il y avait un 4e bloc qui s'était rajouté, à côté de la droite, du centre et de la gauche, et je dirais d'un certain nombre de ce qu'on appellerait le nouveau camp national, avec Yamina, avec le parti sioniste religieux. Aujourd'hui, en fait, au sein de ce nouveau camp national, puisque c'était un peu l'objet de cette nouvelle description, on peut dire que il y a un bloc sioniste, ou en tout cas de droite nationale, qui regroupant le parti Nouvel Espoir de Guidon Sa'ar, le parti national sioniste religieux et ce qui reste de Yamina, représente à peu près une vingtaine
de députés et que c'est un nouvel acteur dans le centre, enfin sur la scène politique, attendu tout de même, il faut le dire, que malgré justement les divergences radicales, on le voit chaque jour, qui existent entre le grand parti de droite, le Likoud, et ne serait-ce que Israël Beitenu, que j'ai oublié de mentionner, le Nouvel Espoir, Yamina et le Parti sioniste religieux. Si on ajoute ces quatre partis de moindre importance au Likoud, on a quand même une Knesset aujourd'hui avec 72 députés à droite, et c'est justement le luxe que se paye la droite israélienne et une partie du camp national, c'est d'être tellement fort qu'il s'est divisé, il s'est fragmenté entre d'une part un Likoud qui reste encore fermement attaché au retour de Netanyahou aux affaires, et puis quatre autres avec le parti sioniste religieux qui soutient cette démarche, et puis par ailleurs les trois autres groupes, Israël Beitenu, le Yamina et le parti religieux sioniste qui font partie de ce camp national et qui je dirais, sont finalement pas d'accord entre eux sur certaines perspectives, puisque par exemple le parti de Gideon Sa'ar, Nouvel Espoir, est fermement opposé évidemment à tout retour de Netanyahou, et donc on a une droite israélienne, en tout cas une opinion israélienne de droite qui est très majoritaire à la Knesset, mais sa traduction sur le terrain politique et sur l'échiquier politique n'est pas du tout correspondante, et on a le luxe, je le disais tout à l'heure, de voir une droite israélienne, une opinion de droite israélienne fortement représentée à la Knesset, mais qui ne peut pas former de gouvernement, et ce sera, je crois, l'une des leçons de cette période difficile que nous traversons. Très bien, merci beaucoup Richard pour toutes ces explications, et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour faire un nouveau tour de l'actualité et de l'actualité politique israélienne. Merci, à la semaine prochaine.